Understand! Do not be scared! Le 2 février 1943, le dernier bastion de l'armée allemande à Stalingrad se rend. Le bruit cesse. Il n'y a pas de célébration. Il n'y a pas d'acclamation. Seulement le silence, la fumée et le froid. On dénombre plus d'1 million de morts sur une étendue qui ne dépasse pas 60 km le long de la Volga. Les corps gisent dans les rues, dans les caves, sous les décombres, flottant sur le fleuve. Ils sont gelés sur les pentes d'une colline qui a changé de main plus de 40 fois. Ils sont enterrés à 1 demi-mètre de profondeur sous la steppe gelée, dans des fosses que personne n'a marquées. Ils reposent au fond de la Volga, prisonniers des sédiments, et n'en sortiront jamais. Le 23 août 1942, vers 4 heures de l'après-midi, le ciel au-dessus de Stalingrad se remplit d'avions allemands. La 4e flotte aérienne du général Wolfram von Richthofen, le même commandant de la Légion Condor qui avait coordonné le bombardement de Guernica 5 ans plus tôt, lance sur la ville l'attaque aérienne la plus intense que la Seconde Guerre mondiale ait connue jusqu'alors sur le front de l'Est. En l'espace de quelques heures, la Luftwaffe effectue plus de 1000 sorties. Les bombes incendiaires s'abattent sur les quartiers résidentiels en bois du Nord et du centre-ville. Les bombes à haut pouvoir explosif détruisent les bâtiments en maçonnerie. Les bombes à fragmentation rasent les rues. Les quartiers construits principalement en bois, qui constituent la majeure partie du tissu résidentiel périphérique de Stalingrad, se transforment en une tempête de feu. Les flammes d'un bâtiment se propagent au suivant. Les rues se transforment en couloirs de feu. Les personnes qui ne peuvent s'échapper meurent carbonisées ou asphyxiées dans les caves où elles s'étaient réfugiées pour se protéger des bombes. Les dépôts de pétrole situés le long des rives de la Volga brûlent, dégageant des colonnes de fumée noire qui teintent le ciel pendant des jours et sont visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les survivants qui ont témoigné des décennies plus tard ont utilisé à maintes reprises le même mot, apocalypse, non pas comme une métaphore littéraire, mais comme une description de ce que leurs yeux avaient vu. Ils n'avaient pas d'autre référence. Les estimations du nombre de victimes pour cette seule journée varient entre 40 000 et 70 000 civils tués. Le chiffre exact ne sera jamais établi avec précision. C'est là, en termes techniques, le premier problème. Dès le début, le nombre de morts à Stalingrad dépasse toute capacité d'enregistrement, de gestion ou de comptabilisation. Le chaos est total. Le système fonctionnel d'enregistrement des décès dont disposerait en temps normal une ville de 445 000 habitants disposerait en temps normal cesse tout simplement d'exister ce jour-là. Le 23 août même, le 14e corps blindé allemand perce les lignes soviétiques au nord de la ville et atteint la Volga, coupant momentanément toute communication terrestre avec le reste du pays. C'est le premier encerclement temporaire, le premier signe avant-coureur de ce qui va suivre. Il y a un détail concernant ce jour d'août que les analyses militaires ont tendance à négliger, mais qui s'avère fondamental pour comprendre l'ampleur du désastre humain qui s'ensuivit. L'évacuation de la population civile de Stalingrad, qui aurait dû être achevée des semaines, voire des mois plus tôt à mesure que le front se rapprochait, a été bloquée sur ordre direct de Staline lui-même. La logique du dictateur est macabre, mais présente une certaine cohérence d'un point de vue militaire. Une ville pleine de civils oblige les défenseurs à se battre pour un espace habité qui représente quelque chose. Une ville évacuée n'est qu'un tas de pierres. Les civils qui restent constituent un ancrage psychologique pour les défenseurs, un rappel de ce qu'ils défendent. Le prix de cette logique, que Staline lui-même ne reconnaîtra jamais publiquement, se mesure en dizaines de milliers de vies civiles qui ne sont pas évacuées à temps. Lorsque l'évacuation partielle est enfin autorisée, le seul couloir disponible est la Volga, et la Volga est sous le feu constant de l'artillerie et de l'aviation allemande. Les péniches, les bateaux à vapeur fluviaux, les embarcations de fortune avec lesquelles on tente de franchir le kilomètre d'eau qui sépare la rive occidentale assiégée de la rive orientale soviétique le font dans l'obscurité en essayant d'éviter les obus. Les projecteurs des bateaux sont éteints, les moteurs tournent à mi-régime pour réduire le bruit. De nombreux bateaux sont touchés. Les survivants qui ont réussi à traverser décriront toute leur vie la surface de la Volga, éclairée par les incendies sur la rive, avec des corps flottant parmi les débris des bateaux coulés et les premiers fragments de glace de l'automne.
Ceux qui meurent dans le fleuve lors de ces évacuations sont les premiers d'une catégorie particulière de morts qui aura des conséquences à long terme. Les morts dans l'eau, ceux qui ne seront jamais retrouvés, ceux que la Volga garde encore aujourd'hui. Les premiers combats à l'intérieur du périmètre urbain proprement dit commencent le 13 septembre 1942. À partir de ce jour, les morts de Stalingrad commencent à s'accumuler à un rythme qu'aucune force humaine ne peut gérer. La bataille urbaine, la plus longue, la plus brutale, la plus meurtrière, vient de commencer. 24 heures, telle était l'espérance de vie moyenne d'un soldat soviétique nouvellement arrivé à Stalingrad au plus fort de la bataille. Ce n'est ni un chiffre rhétorique, ni un chiffre de propagande. Il figure dans les rapports des commissaires politiques de la 62e armée et dans les mémorandums adressés à la Stavka, le haut commandement soviétique, pour justifier la nécessité d'envoyer des renforts en continu. Un homme traversait la Volga de nuit sous le feu allemand, atteignait la rive ouest, était affecté à une unité qui pouvait se trouver à 20 mètres de l'ennemi et, dans de nombreux cas, ne vivait pas assez longtemps pour voir le lever du soleil suivant. La bataille urbaine de Stalingrad a donné lieu à un type de combat pour lequel aucune des deux armées n'avait été entraînée. Les Allemands l'appelaient Rattenkrieg, la guerre des rats, en référence au combat qui se déroulait dans les égouts, les caves et les espaces entre les murs. Les Soviétiques l'appelaient simplement l'enfer et ne cherchaient pas d'autres termes. Les combats se déroulaient bâtiment par bâtiment, étage par étage, pièce par pièce. Les grenades à main étaient plus utiles que les fusils dans ces espaces. Les tireurs d'élite dominaient les espaces ouverts, transformant n'importe quelle rue en zone mortelle que l'on ne pouvait traverser qu'en roulant, en rampant ou en courant à toute vitesse dans l'espoir que le tireur rate sa cible. Vassili Zaïtsev, le tireur d'élite soviétique qui allait devenir une figure légendaire de la bataille, accumulera 225 victimes confirmées en tirant depuis des positions dissimulées dans les décombres. Le tireur d'élite allemand, le major Erwin König, fut spécialement envoyé de Berlin pour l'éliminer, dans un duel qui dura plusieurs jours et se termina par la mort de l'Allemand. Traverser une rue pouvait coûter la vie. Sortir la tête d'un parapet pendant plus de 2 secondes suffisait pour mourir. Le temps et l'espace se déformaient dans la guerre urbaine à cette échelle. Le Mamayev Kourgan, une élévation de 102 mètres au-dessus du niveau de la mer qui domine une grande partie de la ville, et que les cartes militaires soviétiques désignaient simplement comme Côte 102, change de main pendant la bataille à une fréquence qui défie toute tentative de comptabilisation précise. Il y a des jours où le sommet change de main plusieurs fois. Les soldats qui survivent en s'emparant du sommet savent que la contre-attaque arrivera dans quelques heures. Ceux qui meurent lors des assauts restent étendus sur les pentes, dans les cratères d'obus, dans les tranchées improvisées qui sont creusées et recréusées dans le même sol, encore et encore. À la fin de la bataille, le sol de cette colline sera tellement saturé de shrapnel, de fragments d'os et de matière organique que les détecteurs de métaux s'y avéreront pratiquement inutiles. Les ingénieurs soviétiques qui l'étudieront par la suite recenseront entre 500 et 1250 fragments de métal par mètre carré de surface. La colline mettra des années à retrouver sa végétation, car le métal chaud qui sature le sol élève la température suffisamment pour empêcher la croissance des racines pendant les premiers printemps de l'après-guerre. Les estimations des chercheurs qui travaillent sur le Mamayev Kourgan depuis les années 1980 évaluent qu'entre 34 000 et 35 000 personnes sont enterrées sous cette colline. Beaucoup d'entre elles ne sont pas identifiées, beaucoup reposent à faible profondeur. Certaines sont encore dans la position exacte où elles sont tombées lorsque les éclats d'obus les ont touchées. L'usine de tracteurs Dzerzhinsky, le complexe de Barikadi, l'usine Octobre Rouge. Chaque installation industrielle se transforme en forteresse avec sa propre logique de combat. Les assaillants doivent s'emparer de chaque hall industriel, de chaque couloir, de chaque plateforme métallique suspendue dans le vide à 10 mètres du sol. Les structures en acier et en béton armé résistent au bombardement et créent des labyrinthes défensifs presque imprenables. À l'intérieur de ces usines, les cadavres restent pendant des semaines dans des endroits inaccessibles à toute équipe de récupération, sous des machines renversées par les bombardements, dans des puits d'inspection,
dans les espaces entre les murs porteurs que les ingénieurs de construction soviétiques avaient conçus pour supporter le poids des machines lourdes et qui soutiennent désormais le poids de morts sans nom. Certains de ces espaces ne seront accessibles que des décennies plus tard, lorsque les démolitions d'après-guerre atteindront ces structures. Des témoignages de travailleurs du bâtiment des années 1960 rapportent avoir trouvé des squelettes assis dans l'obscurité d'espaces que personne n'avait ouverts depuis 1943. Des squelettes portant encore leur équipement, parfois avec des documents lisibles collés à l'intérieur de leurs vêtements. Les pertes sont catastrophiques dans les deux camps, mais la symétrie des pertes humaines est statistiquement vertigineuse. L'historien soviétique Viktor Nekrasov, qui a combattu à Stalingrad et en a rendu compte dans son ouvrage de 1946, Dans les tranchées de Stalingrad, a décrit le sentiment que l'armée était une entité que la bataille dévorait méthodiquement, que les renforts arrivant par la Volga la nuit n'étaient que la bouchée suivante d'une machine qui ne se rassasiait jamais. Pendant les mois de combats urbains, l'armée rouge envoyait sur le front de Stalingrad l'équivalent d'une division entière chaque jour, juste pour maintenir une capacité de combat minimale. Une division soviétique compte nominalement entre 8 000 et 12 000 hommes. Le calcul est brutal. Au plus fort des combats urbains, Stalingrad perdait entre 8 000 et 12 000 hommes par jour en pertes de toutes sortes, morts, blessés graves, disparus. Et la distinction entre ces catégories était souvent purement administrative. Les régiments qui n'existaient que sur le papier se réduisait en quelques jours à quelques centaines d'hommes, puis à quelques dizaines. La 13e division de fusiliers de la garde du général Alexandre Rodimtsev, qui avait traversé la Volga dans la nuit du 14 au 15 septembre 1942 avec environ 10 000 hommes, comptait le lendemain moins de 300 survivants aptes au combat. Ils avaient traversé le fleuve sous le feu direct de l'ennemi et étaient immédiatement entrés en combat dans le centre-ville. Les autres avaient péri dans le fleuve ou dans les rues au cours des 12 premières heures. Ces pertes humaines sans précédent sont la source directe du problème auquel les autorités soviétiques devront faire face une fois la bataille terminée. Il n'est pas possible de planifier une situation où les morts s'accumulent à un tel rythme. Il n'y a pas de manuel de procédure, pas de doctrine de gestion des pertes, rien qui s'approche d'une réponse institutionnelle préparée. Le 19 novembre 1942, à 7h20 du matin, heure de Moscou, l'artillerie soviétique ouvre le feu le long du front nord de la poche de Stalingrad. Le lendemain, le 20 novembre, le front sud se joint à l'attaque. C'est le début de l'opération Uranus, conçue en secret pendant des semaines par le maréchal Georgi Zhukov et le général Alexandre Vassilievski. Le plan est d'une brutalité élégante. Les flancs de la 6e armée allemande ne sont pas couverts par des troupes allemandes, mais par les 3e et 4e armées roumaines, dotées d'un équipement nettement inférieur, dépourvues d'artillerie anti-char capable de faire face aux T-34 soviétiques, et peu motivées à défendre le sol soviétique à des milliers de kilomètres de leur propre pays. La 3e armée roumaine couvre une bande de 140 kilomètres le long du Don au nord, avec 9 divisions et environ 152 000 hommes. La 4e armée roumaine couvre la steppe au sud. Ce sont les maillons faibles de la chaîne. Les services de renseignement allemands n'ont pas détecté la concentration des forces soviétiques. Les mouvements de troupes s'étaient effectués de nuit, dans le respect d'une discipline radio absolue et avec un niveau de camouflage opérationnel que l'état-major allemand n'avait pas anticipé. Les divisions blindées soviétiques percent les lignes roumaines avec une relative facilité. Les roquettes Katyusha anéantissent les positions d'artillerie. Les chars soviétiques avancent en profondeur à une vitesse qui dépasse même les prévisions les plus optimistes du Stavka. La 3e armée roumaine subit près de 90 000 pertes en 4 jours de combat, entre morts, blessés et prisonniers. Le 23 novembre, les 2 branches de la tenaille soviétique se referment sur Kalash-sur-le-Don. La 6e armée allemande, ainsi que des unités de la 4e armée blindée et les restes des forces roumaines piégées, se retrouvent encerclés. Environ 290 000 hommes, avec leur équipement lourd, leurs hôpitaux de campagne, leurs parcs d'artillerie, leurs dépôts de munitions et leurs chevaux, se retrouvent enfermés dans un périmètre que les soviétiques appellent le Kessel, la marmite. Hitler interdit toute tentative de percée. Il déclare Stalingrad forteresse et promet que la Luftwaffe ravitaillera l'armée par voie aérienne. Le général Hans Jeschonnek,
chef d'état-major de l'armée de l'air, confirme cette promesse devant Hitler. C'est une promesse techniquement impossible à tenir. La 6e armée a besoin d'au moins 500 tonnes de ravitaillement par jour pour rester opérationnelle. La Luftwaffe, lors de ses meilleures journées de vol, par temps favorable et avec tous ses avions disponibles, livre un peu plus de 100 tonnes. La plupart du temps, elle en livre bien moins. La différence entre ce qui a été promis et ce qui est possible se mesure en froid, en faim et en cadavres. La tentative de déblocage par l'extérieur, l'opération Tempête d'hiver, sous le commandement du maréchal Erich von Manstein, échoue en décembre. Le groupe d'armée Don ne parvient pas à briser l'encerclement soviétique. Le 24 décembre, les Soviétiques lancent l'opération Petit Saturne, qui repousse les forces de Manstein vers l'ouest. La 6e armée n'a plus d'issue. À l'intérieur de la poche, la détérioration suit une logique mathématique implacable. Les rations alimentaires sont progressivement réduites. En décembre, un soldat allemand à Stalingrad reçoit entre 100 et 200 grammes de pain par jour avec une petite quantité de soupe diluée. C'est une fraction minime de l'apport calorique nécessaire pour rester actif à des températures descendant jusqu'à moins 30 et moins 40 degrés Celsius. La malnutrition extrême affaiblit le système immunitaire et fait que les blessures mineures s'infectent, que des maladies qui, dans des conditions normales, seraient bénignes, deviennent mortelles. Les chevaux constituent la première ressource de subsistance. Les chevaux que l'armée avait utilisés pour le transport de l'artillerie et des ravitaillements sont abattus et consommés dès leur mort, avec une voracité que les soldats eux-mêmes décrivent dans leurs lettres à la maison avec honte, mais sans autre alternative possible. Lorsque les chevaux viennent à manquer, on se tourne vers les rats, qui prolifèrent sans contrôle dans la ville détruite. Les témoignages des survivants, conservés dans les archives du ministère fédéral allemand de la Défense et dans les fonds du centre de documentation Ludwig Boltzmann de Vienne, mentionnent systématiquement ce détail comme l'un des plus démoralisants de l'expérience de la poche. Il existe des indices de cannibalisme au cours des dernières semaines du siège, consignés de manière fragmentaire mais cohérente dans les rapports du NK scindé soviétique sur les premiers prisonniers capturés en janvier 1943. Les registres mentionnent au moins un cas documenté parmi les prisonniers jugés à cette période et plusieurs autres qui ont fait l'objet d'enquêtes sans conclusion définitive. C'est un détail que le récit officiel des deux camps a eu tendance à passer sous silence, mais que les chercheurs ayant travaillé systématiquement sur les témoignages de survivants allemands, comme l'historien Jochen Hellbeck, trouvent suffisamment récurrent pour le considérer comme un fait réel, bien que circonscrit aux derniers jours du siège et ne concernant qu'une très petite fraction des hommes. Le typhus, la dysenterie et l'hépatite se propagent rapidement dans des conditions de surpeuplement, de malnutrition et d'hygiène impossible. Les hôpitaux de campagne installés dans des caves et des bunkers sont remplis bien au-delà de leur capacité. Les médecins travaillent sans anesthésie suffisante, sans antibiotiques, avec des instruments de campagne détériorés. Les amputations dues aux gelures deviennent courantes. Les opérations qui, dans des conditions normales, exigeraient une préparation minutieuse, sont réalisées à l'aide de scies de campagne sur des planches de bois, à la lumière de lampes à huile, sans garantie de survie post-opératoire. Les maladies causées par le froid commencent à s'ajouter aux pertes au combat en octobre, avant la fermeture de l'encerclement. Les soldats de la 6e armée, qui espéraient terminer la campagne avant l'automne, manquent d'équipement hivernal adéquat. Ils n'ont pas de bottes doublées pour des températures de moins 30 degrés. Ils n'ont pas de gants de travail pour le froid extrême. Ils n'ont pas de bonnets à oreillettes. Les gelures touchent d'abord les orteils et les doigts, puis le nez, puis les oreilles. Les médecins de campagne pratiquent des milliers d'amputations préventives de tissus déjà nécrosés par le froid. Au cœur de la poche, les morts commencent à s'accumuler d'une manière différente de celle de la phase précédente de la bataille. Ils ne meurent pas seulement au combat, ils meurent de froid pendant leur sommeil, ils meurent de faim sur leur position, ils meurent de maladies dans les hôpitaux de campagne, ils meurent dans les bunkers. Le froid intense gèle les cadavres en quelques heures, ce qui retarde la décomposition mais rend impossible l'inhumation conventionnelle. Le sol est gelé jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Les outils se brisent contre le sol comme s'il s'agissait de béton. Dans certains secteurs, des structures involontaires se forment avec les cadavres gelés. Les corps rigides sont empilés comme des sacs de sable, utilisés comme des parapets improvisés ou comme protection contre le vent.
Ce détail, documenté dans plusieurs témoignages indépendants de survivants allemands recueillis dans les années 1950 et 1960 par le comité de documentation de l'armée fédérale, illustre à quel point la bataille avait effacé toute distinction fonctionnelle entre les vivants et les morts. L'historien Jochen Hellbeck, qui a longuement travaillé sur les témoignages de survivants tant soviétiques qu'allemands dans le cadre de ses recherches publiées dans Stalingrad, The City That Defeated the Third Reich, recueille des descriptions d'espaces où il était difficile de distinguer les hommes endormis des hommes morts. La posture, la couleur de la peau dans le froid extrême, l'immobilité. Certains survivants allemands racontent avoir dormi appuyés contre des cadavres pour se réchauffer. Il y a une frontière qui se franchit dans ces conditions, une frontière psychologique qu'aucun d'entre eux n'a été capable de décrire entièrement avec des mots à son retour, car les mots que nous utilisons pour décrire la mort et ceux que nous utilisons pour décrire la vie étaient conçus pour désigner des choses distinctes. Dans la poche de Stalingrad, elles avaient cessé de l'être. Le correspondant de guerre soviétique Vassili Grossman, qui couvrait le front pour le journal de l'Armée rouge, Krasnaya Zvezda, nota dans ses carnets, dans les jours qui suivirent la capitulation, ce qu'il vit en entrant dans la ville. Grossman compta les corps depuis un seul point d'observation. Il mesura les distances entre les cadavres. Il observa le mélange des uniformes, le gris allemand côtoyant le kaki soviétique, dans des positions suggérant que les deux hommes s'étaient entretués au même moment. Ces notes, publiées à titre posthume dans les archives que la famille a réussi à préserver, ont une valeur non seulement littéraire, mais aussi technique. Elle constitue la première description systématique de l'ampleur du problème auquel les autorités soviétiques allaient devoir faire face. Le 10 janvier 1943, l'opération Anneau lance l'assaut final sous le commandement du général Konstantin Rokossovski. L'aérodrome de Pitomnik tombe le 16 janvier. Goumrak, le dernier, le 22. Le 31 janvier, Friedrich Paulus, promu maréchal de campagne par Hitler la veille dans un geste qui était aussi un ordre implicite de suicide, se rend dans le sous-sol des grands magasins Univermag. Il est le premier maréchal de campagne allemand à se rendre dans l'histoire de l'armée allemande moderne. Le lendemain, le dernier bastion au nord, sous le commandement du général Karl Strecker, capitule. La bataille est terminée. Les estimations académiques les plus fiables indiquent que le nombre total de victimes soviétiques, militaires et civiles confondues, se situe entre 750 000 et plus d'1 million. Côté allemand et chez ses alliés de l'Axe, notamment les Roumains, les Italiens et les Hongrois, on dénombre entre 300 000 et 400 000 morts. Sur les quelques 91 000 prisonniers allemands tombés aux mains des Soviétiques en février 1943, seuls environ 6 000 rentreront en Allemagne, la plupart en 1955. Les 85 000 autres mourront dans le système des camps soviétiques. Si l'on estime de manière prudente à 500 000 le nombre de cadavres dans la zone d'opération, pesant chacun entre 50 et 80 kg, cela représente entre 25 000 et 40 000 tonnes de matière organique à ramasser, transporter et éliminer dans une ville complètement détruite, sans infrastructure, sans équipement fonctionnel et dans des conditions climatiques extrêmes. Personne n'avait prévu cela. Le prévoir aurait impliqué de reconnaître que la bataille pourrait durer aussi longtemps et coûter aussi cher, et aucun commandement dans aucun des deux camps n'était en mesure, politiquement, de faire cette reconnaissance à haute voix. Au début du mois de février 1943, les températures restent extrêmes, oscillant entre moins 20 et moins 30 degrés Celsius. Les corps ne se décomposent pas, mais il est impossible de les enterrer, car le sol est gelé jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Ce paradoxe, le froid qui à la fois préserve les cadavres et paralyse toute tentative de les enterrer, définit la première phase des opérations de nettoyage. Les autorités soviétiques émettent les premiers ordres de nettoyage au cours de la deuxième semaine de février. Il ne s'agit pas d'une opération planifiée à l'avance. Il s'agit d'une réponse d'urgence à une crise sanitaire qui approche à grands pas. Le printemps arrivera dans quelques semaines, et avec le dégel viendront les problèmes que le froid avait provisoirement mis en suspens. Le comité de défense de l'État soviétique, l'organe détenant le pouvoir exécutif suprême pendant la guerre, émet des directives spécifiques pour organiser l'opération. Une hiérarchie de commandement local est mise en place sous le contrôle du NK5D, le commissariat du peuple aux affaires intérieures,
qui agit en tant qu'organisme coordinateur d'une opération d'ingénierie sanitaire sans précédent dans l'histoire soviétique. La ville est divisée en secteurs. Chaque secteur est attribué à une brigade de travail chargée de tâches spécifiques de collecte, de transport et d'élimination des restes. La main-d'œuvre disponible provient de 3 sources principales. La première est constituée des troupes soviétiques de deuxième ligne, des unités qui ne sont pas engagées dans des opérations actives sur d'autres fronts et qui sont temporairement réaffectées aux opérations de nettoyage. La deuxième est constituée des civils qui commencent à revenir en ville, attirés par la nouvelle de la victoire ou simplement par la nécessité de regagner leur foyer, si tant est que leurs foyers existent encore. La troisième, et quantitativement la plus importante, ce sont les prisonniers de guerre allemands. Le recours aux prisonniers de guerre dans les opérations de nettoyage répond à une double logique du point de vue soviétique. D'une part, c'est efficace. Il y a une main-d'œuvre nombreuse et disponible. D'autre part, c'est approprié dans un sens que les autorités soviétiques n'expriment pas dans les documents officiels, mais qui apparaît clairement dans la pratique. Ce sont les Allemands qui ont tué les morts qui peuplent désormais la ville qui les ramasse. Du point de vue du droit international, l'emploi de prisonniers de guerre à des tâches directement liées à des opérations militaires était, au mieux, juridiquement ambigu. Dans le contexte de 1943, les considérations juridiques n'avaient qu'une pertinence pratique limitée. L'Union soviétique n'avait pas adhéré aux articles de la Convention de Genève de 1929 qui régissaient le traitement des prisonniers en établissant des protections claires, et l'Allemagne avait systématiquement violé ces mêmes conventions dans le traitement des prisonniers soviétiques depuis le début de la guerre. Le travail est épuisant et brutal dans des conditions psychologiques extrêmes. Les équipes ramassent les corps au sol, les traînent ou les transportent sur des traîneaux et des charrettes jusqu'à des points de rassemblement. Le froid rend les corps raides comme des planches, ce qui complique leur manipulation physique mais atténue l'impact de l'odeur. Dans certains secteurs, les corps sont tellement entremêlés avec des uniformes allemands et soviétiques ensemble dans la même tranchée, dans le même sous-sol, que la séparation initiale est impossible. Ils sont ramassés ensemble et le tri, lorsqu'on tente de le faire, s'effectue par la suite. Les documents personnels trouvés sur les cadavres sont récupérés par les équipes du NKVD qui tentent de conserver une trace des identités. Bien que, dans les conditions qui règnent, le processus soit inévitablement chaotique. Les documents mouillés, gelés et abîmés se détériorent encore davantage lors de leur manipulation. Les photos d'identité sont méconnaissables. Les médailles d'identité des soldats soviétiques, petits cylindres en bakélite noire contenant un formulaire en papier avec des données personnelles, présentent de graves problèmes structurels. De nombreux soldats avaient refusé de les porter par superstition, croyant que les porteurs étaient un présage de mort. D'autres les avaient perdus au cours des mois de combat, lors des traversées de la Volga, dans la boue des tranchées. Le papier à l'intérieur s'était détérioré sous l'effet de l'humidité et du froid. Il en résulte qu'une très grande partie des morts soviétiques ne peut être identifiée au moment de la récupération. Les chiffres exacts du pourcentage de morts identifiés n'ont jamais été publiés par les autorités soviétiques, mais les estimations des chercheurs ultérieurs indiquent que moins de 30% des soldats soviétiques tombés au combat ont pu être identifiés avec certitude lors de l'opération de nettoyage de 1943. Les soldats soviétiques identifiables sont enterrés dans des cimetières militaires improvisés ou dans des fosses communes munies de stèles permettant une identification future. Les non-identifiés sont enterrés dans des fosses communes sans stèles individuelles. Cette distinction entre l'inhumation nominative et l'inhumation anonyme a des conséquences qui se répercutent pendant des décennies. Plus de 100 000 soldats soviétiques de la bataille de Stalingrad figurent encore officiellement dans la catégorie des disparus, et chaque année, des chercheurs bénévoles en récupèrent certains des profondeurs de la steppe. La véritable urgence survient en mars et avril, lorsque les centaines de milliers de cadavres gelés commencent à dégeler. En une ville dont l'infrastructure d'eau potable est détruite et dont les réseaux d'égouts ne fonctionnent pas, la décomposition massive représente une menace directe de typhus, de choléra et de dysenterie. Les directives soviétiques entre mars et mai 1943 reflètent cette urgence. Des brigades supplémentaires sont mobilisées et les prisonniers allemands aptes au travail sont affectés en masse aux opérations de ramassage. Les brigades travaillent par roulement de 12 heures,
utilisant des chiffons imbibés d'huile de pin comme masque de fortune. L'odeur de la décomposition massive, décrite par les participants comme quelque chose qui s'imprègne dans les vêtements et persiste des semaines après le contact, est l'élément le plus récurrent dans tous les témoignages de ceux qui y ont participé. Yuri Vlasov, ingénieur en assainissement soviétique dont le témoignage a été recueilli par l'historien Alexandre Samsonov dans les années 1960, décrivait ce travail comme le fauchage d'un champ qui ne finissait jamais d'être fauché. Pour les prisonniers allemands effectuant ce travail, les conditions aggravent une mortalité déjà catastrophique. Le camp de Beketovka, premier lieu de rassemblement des prisonniers à la périphérie de la ville, enregistre plusieurs centaines de décès par jour au cours des premières semaines. Au cours de la première année de captivité, environ 45 000 des 91 000 prisonniers, dispersés dans le système des camps soviétiques de la Volga à la Sibérie, trouvent la mort. Ce sont des morts de Stalingrad qui ne sont pas à Stalingrad. La crise épidémique a été évitée de justesse grâce à des campagnes de chloration de l'eau, bien que les cas de typhus et de dysenterie dans la région en 1943 et 1944 constituent une catégorie supplémentaire de victimes qui apparaît rarement dans les décomptes officiels. Il existe une catégorie de morts qu'aucune opération de nettoyage n'a pu traiter, ceux de la Volga. Pendant 5 mois, le fleuve fut la seule voie d'approvisionnement et de renfort vers la ville assiégée, traversée de nuit, sans lumière, sous le feu constant de l'artillerie et de l'aviation allemande. Les impacts faisaient couler des barges entières. Les soldats qui sautaient à l'eau mouraient d'hypothermie en quelques minutes dans les eaux de l'automne et de l'hiver russe. Les corps ont coulé dans un fleuve profond, au courant fort, dont le lit était recouvert de sédiments. Ils n'ont jamais été récupérés. Les opérations de dragage d'après-guerre visant à dégager le chenal de navigation ont permis de découvrir des véhicules blindés, de l'artillerie et des munitions. Des restes humains ont été retrouvés, mais pas de manière systématique. Les restes ont été enterrés dans les cimetières de la région sans identification. Personne n'a pu dresser un inventaire du fond de la rivière. Certains chercheurs parlent de dizaines de milliers de morts sous les sédiments accumulés en 80 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là. La Volga pose un problème de mémoire insoluble. Les monuments se trouvent sur la terre ferme. Les morts de la rivière n'ont aucun repère physique possible. Pour les proches de ceux qui sont morts en traversant la Volga, il n'y a pas de pierre avec un nom, pas de colline fleurie, pas d'endroit où se rendre. Seulement la rivière, qui coule exactement comme avant et exactement comme maintenant, sans que rien à sa surface n'indique ce qu'elle recèle dans ses profondeurs, et elle continuera de le receler. Parmi les morts de Stalingrad et de ses environs, il existe une catégorie que le discours dominant, tant soviétique qu'allemand, a eu tendance à marginaliser pendant des décennies. Il s'agit des soldats des armées alliées de l'Axe qui ont combattu et sont morts sur le front du Sud en 1942 et 1943. Leurs morts ne s'inscrivent ni dans le récit de la victoire soviétique, ni dans le deuil de la défaite allemande. Ils restent en marge de l'histoire, littéralement et géographiquement. Les 3e et 4e armées roumaines, déployées sur les flancs de la 6e armée allemande, ont été les premières à subir le choc de l'opération Uranus. La 3e armée roumaine, forte d'environ 152 000 hommes répartis en 9 divisions défendant un front de 140 km le long du Don, a subi près de 90 000 pertes au cours des 4 premiers jours de l'opération soviétique. Ces morts en rase campagne furent dispersés dans la steppe sur une immense étendue, gisant sur le sol même où les tirs soviétiques les avaient atteints, recouverts en quelques heures par la neige qui les conserverait pendant des mois comme dans un réfrigérateur naturel. La 8e armée italienne, sous le commandement du général Italo Gariboldi, connut un sort similaire lors de l'opération Petit Saturne en décembre 1942. Les estimations des pertes italiennes lors de cette opération dépassent les 100 000 hommes, entre morts, blessés et prisonniers. La 2e armée hongroise fut pratiquement anéantie en janvier 1943 lors de l'opération Ostrogojsk-Rosoche, avec des pertes proportionnellement similaires. Les soldats croates qui combattaient au sein d'unités allemandes ajoutent une autre catégorie minoritaire mais bien réelle à la liste. Les morts de ces armées alliées ont été enterrés de manière encore moins systématique que les Allemands.
Les autorités soviétiques n'avaient aucune obligation politique immédiate envers les soldats tombés au combat des armées qui avaient combattu aux côtés de l'Allemagne nazie, et les ressources disponibles pour les opérations de nettoyage étaient déjà insuffisantes pour les morts allemands et soviétiques. Les morts roumains, italiens et hongrois ont été enterrés dans des fosses communes dans la steppe, souvent aux côtés d'Allemands ou simplement recouverts de neige, sans aucun enregistrement de leur emplacement précis. En 1943, les pays concernés se trouvaient dans une situation qui rendait impossible toute prise en charge de leurs morts sur le territoire soviétique. La Roumanie et l'Italie étaient alliées d'une Allemagne qui venait de subir le plus grand désastre de son histoire militaire. La Hongrie allait poursuivre la guerre jusqu'en 1944. Aucun de ces pays ne disposait ni des ressources ni de l'accès nécessaire pour s'occuper de ces morts sur le champ de bataille soviétique. Les organisations nationales de recherche de Roumanie, d'Italie et de Hongrie n'ont commencé à travailler à la localisation et à la récupération des dépouilles de leurs soldats tombés au combat qu'à partir des années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique et les changements politiques en Europe de l'Est. L'accès aux archives soviétiques est partiel. Les ressources disponibles sont bien inférieures à celles du Volksbund allemand. Les résultats obtenus à ce jour sont modestes par rapport à l'ampleur du problème. Dans les camps de prisonniers soviétiques, les Italiens et les Hongrois qui ont survécu à la bataille et ont été faits prisonniers ont connu des taux de mortalité similaires à ceux des Allemands. La faim, le froid, les maladies et l'épuisement physique extrême faisaient que la différence de nationalité était, en termes de survie, relativement secondaire. Leurs morts dans les camps sont dispersés à travers le vaste système soviétique de travail correctionnel, dans des fosses qui, dans de nombreux cas, n'ont jamais été enregistrées avec précision. En février 1943, alors que les brigades ramassent les cadavres, Staline a déjà pris sa décision. Stalingrad sera reconstruite comme symbole visible de la capacité de résilience soviétique. La reconstruction commence avant même que l'opération de nettoyage ne soit terminée, dans les zones les moins endommagées, sur un sol contenant des restes humains, des éclats d'obus et des millions d'engins explosifs non explosés. Certains des démineurs travaillant au déminage trouvent la mort au cours de l'opération. Les protocoles exigent d'arrêter les travaux lorsqu'on trouve des restes, d'appeler le NKVD et de reprendre ensuite. Dans la pratique, compte tenu du volume des découvertes, l'identification était rarement possible. La ville qui émerge dans les années 1940 et 1950 est, au sens littéral du terme, construite sur les morts. Les immeubles d'habitation de style stalinien s'élèvent sur des sols recelant des restes humains. Les avenues passent au-dessus d'anciens champs de bataille. Les canalisations traversent un sous-sol qui contient encore ce que le ramassage de 1943 n'a pas pu récupérer. Depuis 1961, Volgograd est une ville moderne de près d'1 million d'habitants dont les projets de construction doivent, en vertu de la loi, inclure des protocoles de gestion des découvertes humaines. En septembre 2018, lors de travaux de déviation d'une canalisation, des ouvriers ont découvert un charnier contenant les restes de 1837 soldats. Ceux-ci ont été transférés au cimetière de Rossochka et inhumés en septembre 2019, 76 ans après leur mort. L'année précédente, lors de la préparation du stade Volgograd Arena pour la Coupe du monde de football de 2018, des ouvriers ont découvert un casque allemand M40 en bon état à 1 mètre de profondeur. Le stade moderne où des dizaines de milliers de personnes ont assisté à des matchs de football a été construit sur un champ de bataille. Ce n'est pas une exception, c'est la réalité quotidienne à Volgograd. À 37 km au nord-ouest du centre de Volgograd, là où la steppe s'étend vers le Don, se trouve un cimetière qui ne ressemble à aucun autre monument de guerre au monde. Le cimetière de Rossochka est divisé en 2 parties par une route. À gauche, le cimetière soviétique, inauguré le 23 août 1998, avec sa sculpture centrale de 6 mètres de haut représentant une mère en pleurs, œuvre du sculpteur Sergueï Shcherbakov. À droite, le cimetière allemand, inauguré le 15 mai 1999. Les 2 cimetières se font face de part et d'autre de la même route, dans la même steppe où ont combattu et sont morts les hommes qui y reposent aujourd'hui. Le côté allemand est conçu comme un grand bassin de 120 mètres de diamètre dans lequel les morts s'enfoncent au lieu de s'élever au-dessus du sol.
Les tombes ne sont pas ornées de croix s'élevant vers le ciel, mais de pierres tombales plates et de croix en métal noir qui s'élèvent à peine au-dessus du sol. Cette conception transmet quelque chose que les monuments soviétiques ne transmettent pas, ne peuvent pas transmettre, la position de ceux qui ont perdu, de ceux qui ne peuvent pas célébrer, de ceux qui doivent honorer leur mort sans pour autant triompher. Autour du bassin central, qui est ouvert et continue de recevoir de nouveaux restes chaque année, se trouve un anneau de granit portant les noms de plus de 120 000 soldats allemands morts ou disparus au combat. Ce n'est pas une liste de héros, c'est une liste de morts. Les noms sont classés par ordre alphabétique. Aucun grade militaire n'est mis en avant. Aucune mention n'est faite des décorations. Seuls figurent les noms, les dates de naissance et les dates de décès, et dans de nombreux cas, uniquement les dates de naissance car la date de décès n'a pas pu être déterminée. L'accord entre la Fédération de Russie et l'Allemagne qui a permis la construction de ce cimetière a été signé en décembre 1992. Les premières inhumations ont eu lieu en 1993. À la fin de l'année 2005, plus de 48 000 soldats avaient été transférés depuis des centaines de fosses communes dispersées dans la région de Volgograd et de Rostov-sur-le-Don. Le travail se poursuit. En 2019, 1837 nouveaux dépouilles ont été inhumées ici, provenant de la fosse découverte l'année précédente lors de travaux de pose de canalisation. L'organisation chargée de l'entretien et du développement du cimetière est le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, le service allemand des cimetières militaires, financé principalement par des dons privés de citoyens allemands. Le Volksbund travaille en collaboration avec le service d'information allemand sur les victimes de guerre, le WAST, Wehrstammakt, qui conserve les archives de tous les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Le processus menant à chaque nouvelle inhumation est une chaîne d'enquête qui dure parfois des années. Les chercheurs russes, les poïskoviki, trouvent des restes sur le terrain à l'aide de leurs détecteurs de métaux et de leurs fouilles manuelles. Si les restes présentent des indices laissant penser qu'ils sont allemands, l'organisation du Volksbund en est informée. Les restes sont transférés, examinés à la recherche de documents d'identité, de plaques d'identification, d'objets personnels portant des inscriptions ou de tout autre indice. Si l'identification est possible, on tente de la réaliser. Sinon, les restes sont inhumés au cimetière en tant que soldats inconnus avec une date approximative. La collaboration entre les équipes russes et allemandes dans ce travail est, dans le contexte de l'histoire entre les deux pays, un phénomène remarquable en soi. Des hommes et des femmes dont les grands-parents ont combattu dans les deux camps travaillent ensemble pour récupérer les morts d'une guerre au cours de laquelle leurs pays se sont entretués avec une férocité sans précédent. Ceux qui participent à ce travail décrivent systématiquement que ce processus commun permet de construire quelque chose que les politiciens et les traités ne parviennent pas toujours à établir. Une reconnaissance mutuelle du fait que les morts des deux camps étaient des êtres humains avant d'être des soldats. Au printemps, lorsque le sol de la steppe russe se ramollit après l'hiver, des groupes d'hommes et de femmes partent dans les champs avec des détecteurs de métaux, des pelles et un équipement de campagne de base. Ils emportent des cartes des combats, des cartes historiques des positions, des photographies aériennes prises par la Luftwaffe et par l'aviation soviétique en 1942 et 1943. Ils recherchent les morts. Ce sont les poïskoviki, les chercheurs. Le mouvement est né de manière presque spontanée dans les années 1970 et 1980, lorsque des groupes de volontaires, souvent des jeunes, ont commencé à parcourir les champs de bataille du front soviétique à la recherche des restes de soldats. Dans le contexte de la fin de l'Union soviétique, le mouvement revêtait un certain caractère contre-culturel. Le discours officiel glorifiait les héros de la guerre en termes collectifs et abstraits. Les poïskoviki recherchaient des individus avec des noms propres, des familles bien précises, des histoires personnelles susceptibles de compliquer ou d'enrichir le discours officiel. Les autorités soviétiques toléraient le mouvement mais ne l'encouragèrent pas. Un soldat mort dans des conditions de défaite ou de confusion, exécuté par ses propres troupes pour lâcheté ou désertion, tombé prisonnier des Allemands avant de mourir, ne cadrait pas facilement avec le récit du héros soviétique. En sortant ces individus de l'anonymat collectif, les poïskoviki produisaient inévitablement des histoires que le récit officiel n'avait pas prévues.
avec la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev dans la seconde moitié des années 1980, le mouvement a gagné en visibilité et s'est vu accorder une légitimité institutionnelle croissante. Après 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique et l'ouverture partielle des archives militaires soviétiques, le travail de recherche s'est considérablement accéléré. Aujourd'hui, le Front de recherche Poïskovy-Fonds Rossi est l'organisation fêtière de dizaines de groupes régionaux opérant dans toute la Russie. Dans la région de Volgograd, les Poïskoviki travaillent chaque printemps et chaque été sur les lieux des combats. Les techniques utilisées vont de la prospection à l'aide de détecteurs de métaux et des fouilles manuelles à l'utilisation de technologies plus modernes telles que la télédétection infrarouge, l'analyse de photographies aériennes historiques numérisées et, dans certains cas, le radar à pénétration de sol. Les résultats sont significatifs. Chaque année, plusieurs centaines de squelettes, parfois plus d'1 millier, sont exhumés dans la région de Volgograd. Parmi ceux-ci, seule une petite fraction peut être identifiée, ceux qui portent une plaque d'identité lisible, qui ont conservé des documents personnels ou qui peuvent être associés à des vestiges matériels incontestables. La plupart sont inhumés en tant que soldats inconnus dans les cimetières militaires de la région. Les fouilles ont permis des découvertes qui vont bien au-delà de la simple récupération de restes. On a trouvé des journaux intimes écrits dans les derniers jours avant la mort, avec des entrées qui, dans certains cas, s'arrêtent en plein milieu d'une phrase. On a trouvé des lettres qui n'ont jamais été envoyées, pliées et rangées dans la poche d'un uniforme gelé, parfaitement conservé par la glace pendant plus de 80 ans. On a trouvé des photos de famille, les visages des épouses, des enfants et des parents que le soldat emportait avec lui au combat. On a trouvé des livres de prière avec des annotations marginales en écriture serrée, des pipes avec des restes de tabac encore dans le fourneau, des tabatières gravées qui étaient des cadeaux d'adieu. Il y a quelque chose de profondément troublant et en même temps émouvant dans le fait que le froid ait préservé ces objets pendant plus de 8 décennies alors que le monde extérieur continuait de tourner. Une lettre adressée à une mère, écrite la veille d'un assaut auquel le soldat ne survivrait pas, reste dans la poche de l'uniforme pendant 81 ans jusqu'à ce qu'une pelle la déterre. La mère est morte depuis des décennies, mais la lettre existe toujours. Et il arrive parfois qu'un petit-fils ou un arrière-petit-fils puisse la recevoir. Le processus de notification aux familles lorsqu'une identification est effectuée est, selon les Poïskoviki eux-mêmes, l'une des expériences les plus intenses de leur travail. Lorsque l'analyse des plaques d'identité, des documents ou de l'ADN permet de relier des restes à un nom, les chercheurs et les autorités militaires russes entament un processus de localisation des proches qui nécessite parfois des mois de recherche dans les registres du ministère de la Défense, les archives municipales et les bases de données de guerre. Dans le cas soviétique, cela implique de fouiller dans des registres qui, dans de nombreux cas, sont incomplets, dispersés dans plusieurs archives ou tout simplement perdus. Souvent, le soldat identifié a déjà des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui n'ont jamais connu leur ancêtre, mais qui reçoivent la notification de son sort final avec une émotion que les chercheurs eux-mêmes décrivent comme l'une des principales raisons principales pour lesquelles ils poursuivent ce travail. Il existe des familles russes qui, depuis des générations, conservent chez elles la photo d'un soldat disparu, un grand-père dont on n'a jamais eu de nouvelles et qui, des décennies plus tard, reçoivent la confirmation que cette personne repose désormais au cimetière de Mamayev-Kourgan, son nom gravé dans la pierre. Le lieutenant Sergueï Voronov, de la 13e division de fusiliers de la garde, est porté disparu depuis le 16 septembre 1942. Sa petite-fille Natasha Voronova, qui avait 46 ans en 2008 et vivait à Saratov, a reçu cette année-là un appel d'un groupe de Poïskoviki de la région de Volgograd. Ils avaient retrouvé son grand-père dans un fossé au nord de la colline du Mamayev-Kourgan. Ils l'ont identifié grâce à une plaque d'identité que, pour une raison quelconque, contrairement à la superstition de beaucoup, le lieutenant avait gardée sur lui. Il avait 26 ans lorsqu'il est mort. Natasha avait 2 ans à sa naissance, en 1962, et elle a passé toute sa vie en sachant que son grand-père était mort à Stalingrad sans savoir où. L'analyse ADN a transformé les possibilités d'identification des restes de la bataille de Stalingrad d'une manière qui aurait été impensable il y a 3 décennies.
Les premiers programmes d'identification par ADN des soldats soviétiques tombés pendant la Seconde Guerre mondiale ont débuté en Russie au début des années 2000, avec une portée initialement limitée et une technologie relativement rudimentaire. Aujourd'hui, le processus est bien plus sophistiqué. Les progrès réalisés dans l'extraction de l'ADN à partir de matériaux fortement dégradés, notamment des os restés plus de 80 ans dans le sol dans des conditions variables de température, d'humidité et d'acidité, ont considérablement élargi l'éventail des échantillons pouvant être analysés avec succès. L'ADN mitochondrial, qui se conserve mieux dans les matériaux osseux anciens et dégradés que l'ADN nucléaire, permet d'établir la filiation maternelle des restes avec un degré de précision qui rend possible la comparaison avec des échantillons provenant de parents par la lignée maternelle. Pour les soldats allemands, le programme d'identification par l'ADN est principalement porté par le Volksbund et le WAST. Les bases de données de parents allemands ayant fourni des échantillons de référence se sont enrichis grâce à des campagnes de sensibilisation et à des plateformes numériques permettant d'enregistrer des profils génétiques depuis n'importe où dans le monde. Chaque année, plusieurs dizaines d'identifications positives sont réalisées, un chiffre modeste par rapport au nombre total de personnes non identifiées, mais qui, pour les familles concernées, revêt une importance qui va bien au-delà du simple nombre. Certaines familles, qui ignorent depuis 80 ans ce qu'est devenu leur grand-père ou leur arrière-grand-père, reçoivent aujourd'hui une réponse que personne n'aurait pu imaginer. En 2021, les restes du sous-officier Wilhelm Brandt de la 194e division d'infanterie ont été identifiés au cimetière de Rossoschka après que son arrière-petite-fille, en Bavière, s'est inscrite dans la base de données du Volksbund en fournissant un échantillon d'ADN. Le sous-officier Brandt avait disparu en janvier 1943 pendant les derniers jours des combats. Son arrière-petite-fille, qui avait 31 ans en 2021, a appris où se trouvait son arrière-grand-père 78 ans après sa mort. L'ADN a toutefois des limites qu'aucune avancée technologique ne peut surmonter. Le problème le plus fondamental est la nécessité d'un parent vivant capable de fournir un échantillon de référence. Un soldat mort à Stalingrad en 1943 sans avoir eu d'enfant, dont les parents et les frères et sœurs sont également décédés, et dont les neveux et petits-enfants sont introuvables ou n'existent tout simplement pas, ne peut être identifié par l'ADN, même si ces restes sont retrouvés et que l'échantillon est de qualité suffisante. Ce problème s'aggrave avec chaque année qui passe. La probabilité qu'il existe un proche capable de fournir un échantillon de référence diminue à mesure que les générations se succèdent et que les familles se dispersent, s'éteignent ou perdent tout simplement la mémoire de leurs ancêtres disparus. Il existe également un problème d'échelle qu'aucune ressource disponible ne peut résoudre à court terme. Des dizaines de milliers de dépouilles non identifiées sont enterrées dans les cimetières de la région de Volgograd. Traiter chacun d'entre eux par analyse ADN, comparer les profils avec les bases de données des proches et gérer le processus de notification lorsqu'une correspondance est établie, nécessite des ressources dont les organismes responsables ne disposent pas. À ce rythme, les chercheurs estiment que l'identification complète des soldats retrouvés pourrait prendre plusieurs décennies, sans compter ceux qui n'ont pas encore été retrouvés. Le problème de la mémoire des deuxième et troisième générations ajoute une autre dimension au défi. Les enfants des soldats morts au combat sont pour la plupart déjà âgés ou décédés. Leurs petits-enfants sont des adultes actifs. Leurs arrière-petits-enfants ont grandi dans un monde où la Seconde Guerre mondiale relève de l'histoire et non de la mémoire personnelle. Le lien émotionnel qui entretient le désir de savoir où repose l'ancêtre disparu s'affaiblit à chaque génération. Dans 20 ou 30 ans, la question de savoir où se trouve l'arrière-grand-père mort à Stalingrad aura, pour de nombreuses familles, moins d'importance qu'aujourd'hui. Il y a une fenêtre temporelle qui se referme, et les poïskoviki ainsi que les organisations de mémoire le savent. Le travail d'identification revêt une urgence non seulement technique, mais aussi biologique. Chaque année qui passe, le nombre de personnes pouvant fournir un échantillon de référence valable diminue. En 1967, 24 ans après la fin de la bataille, le gouvernement soviétique inaugure le plus grand complexe commémoratif de l'histoire soviétique. Le Mamaïev Kourgan, la colline qui fut pendant 135 jours le centre de gravité de la bataille, est transformé en un monument que personne au monde ne peut ignorer.
La figure centrale est la statue connue sous le nom de Rodina Mat Zoviot. La patrie vous appelle. Une figure féminine de 87 mètres de haut, de la base jusqu'à la pointe de l'épée levée, sculptée par Yevgeny Vuchetich. Pendant des décennies, ce fut la plus haute statue du monde. La figure émerge du sommet de la colline et est visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. L'épée pèse 14 tonnes, la statue pèse au total environ 7900 tonnes. Le béton et l'acier qui la composent reposent sur le sol d'une colline où sont enterrées entre 34 000 et 35 000 personnes. Le complexe comprend le Panthéon de la Gloire, une salle circulaire intérieure où brûle une flamme éternelle sous une main géante en bronze qui la soutient. Les murs de la salle sont recouverts des noms de 7200 soldats morts en défendant la ville. Ils ne représentent qu'une petite fraction de ceux qui ont péri ici. Les 200 marches qui mènent du pied de la colline à la statue représentent une marche pour chaque jour de la bataille. L'accès au Panthéon est flanqué de reliefs en béton représentant des scènes de combat. Les figures sont héroïques, anguleuses, déterminées. Nulle part dans le complexe on ne trouve de représentation du froid, de la faim ou de la décomposition. Le récit visuel du monument est celui de la victoire, et non celui du prix de cette victoire. Au pied de la colline, dans le sous-sol que les visiteurs ne voient pas, repose le général Vassili Tchouikov, le seul maréchal de l'Union soviétique enterré en dehors de Moscou. On y trouve également le tireur d'élite Vassili Zaïtsev, réinhumé ici en 2006 après que ses restes eurent été transférés de leur lieu de sépulture d'origine. Et il y a les autres, ceux dont le nom ne figure sur aucune pierre tombale du complexe, ceux que les chercheurs estiment au nombre de plusieurs dizaines de milliers, ceux qui reposent dans le sol sans marque individuelle depuis 1943. En hiver, la colline est verdoyante et bien entretenue, avec des arbres matures et des sentiers pavés en bon état. Dans les mois qui ont suivi la bataille, la colline a mis des années à retrouver sa végétation, car la densité des éclats d'obus dans le sol faisait monter la température suffisamment pour empêcher la croissance des racines. Le premier hiver après la bataille, la colline est restée noire alors que la neige recouvrait les environs, car les éclats d'obus généraient suffisamment de chaleur pour faire fondre la neige qui tombait dessus. Le Mamayev Kurgan accueille aujourd'hui plus de 2 millions de visiteurs par an. C'est l'un des sites les plus visités de Russie. Les groupes de touristes empruntent les sentiers, lisent les noms inscrits sur les murs du cimetière, photographient la statue se découpant sur le ciel de la Volga. Sous leurs pieds, entre 34 000 et 35 000 personnes reposent, la plupart sans nom. Le récit officiel russe de la bataille a connu des transformations significatives depuis la fin de l'Union soviétique. À l'époque soviétique, la bataille était célébrée comme une victoire du système, du peuple soviétique sous la houlette du Parti communiste. Les morts étaient des héros qui avaient consciemment donné leur vie pour une cause collective, et leurs sacrifices individuels se fondaient dans le triomphe collectif. Après 1991, le récit officiel russe a conservé l'accent mis sur la victoire, mais a ajouté des dimensions religieuses et nationales que la période soviétique avait supprimées. La bataille comme sacrifice du peuple russe pour la terre ancestrale, avec des références à l'Église orthodoxe et à une continuité historique qui va au-delà du communisme. Ce qui n'a pas changé, c'est la difficulté structurelle à intégrer dans tout récit officiel les morts anonymes, ceux qui n'ont de nom sur aucun mur, ceux que le sous-sol de la steppe continue de garder. Les poïskoviki travaillent en marge de ce récit, en récupérant ceux que l'histoire ne peut nommer parce qu'elle ignore leur nom. Malgré des décennies de recherche, des fouilles continues et l'ouverture partielle des archives, certaines dimensions du problème des morts de Stalingrad restent sans réponse définitive. Ce sont les mystères persistants, ceux que le temps n'a pas résolus, et qui, dans certains cas, ne pourront jamais l'être. Le premier est purement quantitatif. Combien y a-t-il eu exactement de morts? Les chiffres varient selon la source et la méthodologie. Les estimations académiques les plus rigoureuses, fondées sur les travaux historiographiques ayant pu accéder partiellement aux archives militaires soviétiques, situent le total entre 800 000 et plus d'1 million parmi les militaires des deux camps et les civils soviétiques. Mais l'incertitude est réelle. Les archives soviétiques, même celles partiellement déclassifiées après 1991, présentent des lacunes,
des erreurs et des contradictions qui rendent impossible l'établissement d'un chiffre définitif. Les pertes civiles sont particulièrement difficiles à estimer car le système d'état civil s'est effondré le 23 août 1942 et n'a été reconstitué que bien après la fin de la bataille. Le deuxième mystère concerne la localisation complète des fosses communes. On sait qu'il existe des fosses communes dans des zones qui n'ont jamais fait l'objet d'une prospection systématique. Certains témoignages de survivants et de prisonniers de guerre, recueillis dans les années qui ont suivi la bataille, mentionnent des lieux d'inhumation qui n'ont jamais été retrouvés ou qui ont été recouverts par des constructions ultérieures. Dans la périphérie de Volgograd, il existe des zones où le sous-sol n'a pas été exploré et qui, selon les chercheurs du front de recherche, pourraient receler des milliers de dépouilles. Le troisième mystère concerne l'identité des personnes non identifiées. Dans les cimetières militaires de la région de Volgograd, tant dans le cimetière soviétique de Mamayev-Kurgan que dans le cimetière allemand de Rossochka, il y a des dizaines de milliers de tombes sans nom ou dont l'identification est incomplète. L'analyse ADN ouvre la possibilité d'identifier à terme certains de ces restes, mais le processus est long, coûteux et nécessite la collaboration de proches qui, dans de nombreux cas, n'existent plus ou ne peuvent être localisés. Le quatrième mystère concerne le sort exact des civils soviétiques qui ont péri lors des bombardements d'août 1942 ou au cours des mois de combats urbains. Les estimations des pertes civiles varient encore plus fortement que celles des pertes militaires. Beaucoup de ces civils étaient des ouvriers d'usine, des femmes, des enfants et des personnes âgées qui se sont retrouvés piégés dans la ville lorsque toute possibilité d'évacuation a été coupée. Leur sort individuel est, dans la plupart des cas, totalement inconnu. Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de témoins capables de les identifier. Il existe également une zone d'ombre concernant les prisonniers de guerre soviétiques capturés par les Allemands lors de la phase offensive précédant Stalingrad, durant l'été 1942. La 6e armée a capturé des dizaines de milliers de soldats soviétiques lors de son avancée du Don vers la Volga, et le traitement réservé à ces prisonniers par la Wehrmacht a été généralement brutal, avec des taux de mortalité dans les camps de transit qui, certains mois, ont dépassé les 50%. Leurs restes sont dispersés quelque part entre le Caucase et la Volga, et pratiquement aucun n'a été localisé ni identifié. Les chiffres définitifs de la bataille de Stalingrad ne sont pas encore définitifs. Ils continuent de changer chaque fois qu'une fouille ajoute des corps au registre. Chaque fois qu'une analyse ADN relie des ossements à un nom. Chaque fois qu'un dossier déclassifié apporte de nouvelles données sur des unités qui ont été anéanties sans que personne n'ait pu enregistrer les pertes. La différence entre le nombre de personnes qui ont péri au cours de la bataille et le nombre de ces morts pouvant être attribués à un individu précis, avec un nom, une histoire, une famille, est un fossé que l'histoire n'a pas pu combler et qu'elle ne comblera probablement jamais tout à fait. Chaque printemps, lorsque le sol de la steppe russe se ramollit après l'hiver, les chercheurs partent sur le terrain. Ils emportent des détecteurs de métaux, des pelles, des cartes de la bataille et la patience nécessaire pour rechercher les morts enfouis depuis 80 ans. Ils trouvent des ossements, des plaques d'identité, des portefeuilles contenant des documents, des photographies que quelqu'un portait dans la poche d'un uniforme gelé en 1943. Chaque année, ils en trouvent davantage. Chaque année, ils en identifient quelques-uns. Chaque année, quelque part en Russie, en Allemagne, en Roumanie, en Italie ou en Hongrie, quelqu'un reçoit un appel ou une lettre contenant une réponse à une question qui, dans certains cas, remonte à plus de 80 ans. L'arrière-grand-père qui a disparu dans la steppe. Le grand-père dont on n'a jamais eu de nouvelles. La personne sur la photo dans le tiroir qui n'a jamais eu de sépulture connue. Le rythme du travail d'identification s'est accéléré au cours de la dernière décennie, grâce à l'ADN et aux plateformes numériques qui permettent de coordonner des recherches dans plusieurs pays simultanément. Mais l'ampleur du problème est telle que les chercheurs estiment qu'il pourrait falloir des décennies pour mener à bien ce travail, si tant est qu'il puisse un jour être achevé. Il y a quelque chose dans la persistance de ce problème qui en dit long sur la nature de la guerre industrielle du XXe siècle. Les guerres précédentes laissaient des morts que l'on pouvait généralement compter et, avec le temps, enterrer.
La guerre des tranchées de 1914 à 1918 avait déjà introduit une ampleur de destruction difficile à gérer, et les cimetières militaires de Belgique et de France en sont un témoignage permanent. Mais Stalingrad marque un tournant. La combinaison de la ville détruite, du siège prolongé, du froid extrême et de la concentration des forces dans un espace restreint a créé une situation où les morts ont tout simplement dépassé la capacité de tout système humain à les gérer en temps réel. Ce n'était pas un échec administratif. C'était la conséquence logique d'un type de violence qui a trouvé à Stalingrad son expression la plus concentrée et la plus durable. La bataille a démontré que la guerre industrielle moderne pouvait générer un problème de mort qui se prolongerait pendant des générations. Que chaque année de paix ajouterait une nouvelle couche d'histoire sur le sol sans résoudre le problème sous-jacent. Que le travail de récupération des morts était en réalité une tâche aussi longue que la mémoire de ceux qui attendèrent des nouvelles. Il existe un chiffre final qui résume tout cela mieux que n'importe quelle description. Dans la région de Volgograd, après 80 ans de fouilles, après des milliers d'expéditions des Poiskoviki, après toutes les analyses ADN et toutes les identifications, le nombre de soldats tombés au combat, qui restent officiellement classés comme disparus ou non identifiés, dépasse toujours les 100 000, rien que parmi les soviétiques. Et cela sans compter les Allemands, les Roumains, les Italiens, les Hongrois, les civils. Le sous-sol de Volgograd continue de garder ceux qui manquent à l'appel. Chaque printemps, lorsque la terre se ramollit et que les chercheurs retournent dans les champs avec leurs détecteurs et leurs pelles, quelques-uns de plus sont retrouvés. Et chaque découverte est à la fois une conclusion et un rappel qu'il y en a d'autres, toujours d'autres, qui attendent encore sous la steppe silencieuse qui a recouvert tout cela il y a plus de 80 ans et qui n'a pas fini de les livrer.